Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouveau numéro du Grand Rendez-vous s'installe chez vous. Merci pour votre fidélité à chaque fois renouvelée. Invités, rubricards, tous sont déjà là pour vous offrir un bon moment de télévision. Mais avant, nous allons suivre ensemble cette compilation qui nous emmène dans la Takora. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà un miroir qu'on adore regarder justement. Au menu de ce numéro du Grand Rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Porter la grossesse n'est déjà pas aisé pour toutes les femmes et quand en plus elles font un accident vasculaire cérébral, leur prise en charge est délicate. On en parle ce soir avec Yasmine Damata et son invité sur Nature et Bien-être. C'est à l'occasion de la Journée mondiale des AVC qui est célébrée ce jour. Autant savoir revient sur le bail à usage domestique. Ce soir, les propriétaires sont à l'honneur. Que peuvent-ils se permettre et quelles sont leurs limites dorénavant? Un juriste sera avec nous pour y répondre. L'Afrique est un continent qui regorge de nombreuses potentialités et ressources. Au nombre de celles-ci, une jeunesse qui a son mot à dire. Avec l'expert ce soir, qui est entrepreneur dans le numérique, nous allons leur donner la parole. Et pour finir en beauté, on s'intéresse à une coiffure tendance. Tenez-vous bien, la coupe. Pas seulement celle classique que vous connaissez, mais aussi plusieurs formes, plusieurs couleurs. Un visage, une coupe, une personnalité. Fulgencia Routondier et son invité nous diront tout sur le sujet dans un instant. Nous allons aussi faire un tour du côté de la rédaction pour les informations à 19h45. On démarre tout de suite avec le premier plateau, Nature et Bien-être. Voilà, Nature et Bien-être ce soir parle des AVC. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des AVC et les AVC n'épargnent personne, encore moins les femmes enceintes. Avant de recevoir Yasmine Damata et son invité, nous allons suivre ce reportage. On l'a définit comme la paralysie plus ou moins complète d'une partie de l'être humain. L'hémiplégie peut attaquer le côté droit ou le côté gauche du corps. Une hémiplégie, c'est un déficit de la moitié du corps. La moitié du corps concerne soit le côté gauche ou le côté droit, touchant le bras, et le pied et la face. Selon le neurologue, plus de 70% des malades atteints d'AVC ont une hémiplégie grabataire. Ce fort taux de maladies hémiplégiques est dû à plusieurs causes. D'abord, c'est parce que les facteurs de risque des AVC ne sont pas toujours bien recherchés et traités efficacement. Donc, il faut dépister ça. Ici, vous voyez, beaucoup de gens ne vont aux soins qu'après que la maladie soit installée. Donc, c'est le manque de soins préventifs. Certaines maladies du sang, par exemple, quand il y a trop de cholestérol, la sédentarité, les gens qui sont assis tout le temps à travailler, et puis commencent à prendre de poids, l'obésité, les gens qui fument, le diabète, beaucoup d'affections sont des facteurs de risque des AVC et donc facteurs de risque des hémiplégies. Mais il y a aussi les gens qui ne portent pas de casque, qui vont faire un traumatisme crânien, et ils vont tomber ils vont faire un choc, ils vont rentrer en coma et au réveil, il y a déjà l'hémiplégie qui est installée. Les causes d'une hémiplégie sont de 2 catégories, les tumeurs et les AVC. Il y a des hémiplégies qui s'installent brutalement. Du jour au lendemain, ou d'une seconde à l'autre, vous avez vu la personne ce matin, vous l'avez vu ce midi, et puis on vous appelle 30 minutes après pour dire qu'il ne peut plus marcher. Il a fait là, la majorité, c'est qu'elle a, où l'installation est brutale, ce sont les AVC qui sont à la base. Dans les cas où ça s'installe un peu, c'est-à-dire progressivement, où le malade sent le corps qui est un peu lourd,
mais il arrive à marcher, et c'est au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, il n'arrive plus à marcher parce qu'un côté est complètement déficitaire, il n'a plus de force dedans. Là, c'est souvent les tumeurs. La prise en charge du malade hémiplégique repose principalement sur le traitement de sa cause. Une rééducation adaptée est aussi associée afin d'améliorer les séquelles visibles sur le patient. Voilà, on se demande quand c'est la femme enceinte qui présente ces séquelles, comment est-ce qu'on la prend en charge. Yasmine Damata va revenir sur le sujet certainement avec vous, mesdames et messieurs. Yasmine, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. C'est un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous rayonnez dans votre belle tenue orange. Je vous laisse présenter notre invité. Merci beaucoup Agnat Bello. Bonsoir docteur Richard Weze. Vous êtes neurologue. Avec vous, nous allons parler de l'AVC chez la femme enceinte, les manifestations et la prise en charge. Et après avoir suivi l'élément témoin, je veux bien vous demander, l'hémiplégie, est-ce une conséquence des AVC? Bonsoir, merci pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui et de parler de l'AVC de la femme enceinte. Ouais. Et à travers l'élément qui était passé tout à l'heure, mon cher maître l'avait bien souligné, l'hémiplégie est une conséquence de l'AVC. Et ça, c'est lorsque ça se vient brutalement que c'est plus en faveur d'un AVC. Voilà un peu ce que je peux répondre à ça. Alors, c'est quoi un AVC? Alors, un AVC, comme on le définit, c'est accident vasculaire cérébral. Il s'agit d'une souffrance du cerveau qui survient brutalement et qui est due à un défaut d'irrigation d'une partie du cerveau. Et irrigation, c'est un défaut d'apport du sang à une partie du cerveau. Oui. Et ça, c'est de deux sortes. Soit l'artère qui amène le sang vers cette partie est bouchée, et là on parle d'accident vasculaire cérébral ischémique, ou alors dans l'autre cas, c'est que l'artère est rompue et déverse le sang dans le cerveau qui comprime cette partie, voire entraîne la mort des cellules. Et puis on parle d'AVC hémorragique. Mais de tout ce que vous aviez expliqué, qu'est-ce qui peut amener une femme enceinte à faire un AVC? Alors, la femme enceinte, du fait de cet état, a subi des modifications physiologiques. Okay. Ce qui fait que la grossesse en elle-même déjà est un facteur de risque d'AVC à cause de l'augmentation de la pression artérielle, de l'augmentation du débit cardiaque, et aussi de la modification de la paroi des vaisseaux. Il y a aussi la coagulation du sang qui est modifiée. Tout ça là amène la femme à être un facteur, la grossesse à être un facteur de risque pour la femme enceinte. Si tu permets, Yasmine Damata, est-ce à dire que les gynécologues sont censés suivre aussi cet aspect chez la femme enceinte rigoureusement? Les gynécologues suivent parfaitement, ils connaissent parfaitement ces aspects, qu'ils suivent très bien et ils nous font appel dès que le besoin se fait sentir. Ils vous font appel dès que le besoin se fait sentir, mais à quelle étape de la grossesse la femme peut développer alors un AVC? Alors, l'AVC peut survenir à tous les mois de la grossesse. Mais c'est plus élevé le dernier mois, sinon la dernière semaine avant l'accouchement et les tout premiers jours après l'accouchement. Et les facteurs, il y a les facteurs en gros qui déterminent un peu la survenue de ces AVC chez la femme enceinte. Il y a ce qu'on appelle les facteurs non spécifiques qui ne sont pas liés forcément à son état de grossesse, mais qui sont liés à son antécédent, comme par exemple une femme, son âge qui est supérieur à 35, une femme qui est déjà diabétique, hypertendue, une femme qui est drépanocytaire, et une femme qui a déjà des problèmes de coagulation du sang. C'est autant de facteurs qui la mettent un peu en danger par rapport à cette pathologie. Donc, et il y a d'autres facteurs prédisposés, c'est ça? Oui, qui la prédisposent un peu à ça. Il y a d'autres facteurs qu'on appelle spécifiques qui sont liés à la grossesse, comme l'HTA gravidique, la prééclampsie. Bon, prééclampsie, ça s'entend par une tension qui est élevée pendant la grossesse et qui s'associe à la présence
de protéines dans les urines lorsqu'on fait un dosage de 24 heures. Ok. Et l'autre facteur, il y en a plein, je vous cite juste les plus fréquents. Il y a l'éclampsie aussi, qui est une prééclampsie, c'est-à-dire tension plus protéines dans les urines, associée à des crises convulsives. D'accord. Voilà un peu les facteurs. Bon, déjà là, il ne faut pas embrouiller les femmes enceintes. On revient de tous ces facteurs, ok. Avant qu'on en arrive à la prise en charge, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir l'éviter ou du moins limiter les risques? Alors, il y a moyen de pouvoir l'éviter. Et je voudrais rassurer les femmes que de tout ce que j'ai cité, il y a le risque seulement de 1% de développer l'AVC. Donc, que les femmes soient rassurées. Ce n'est pas une hantise pour la grossesse, mais il faut en parler parce que quand ça survient, c'est quand même très grave, aussi bien pour la maman que pour l'enfant. Et je ne me rappelle pas de la question. Bien sûr, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on l'évite finalement. Pour l'éviter, c'est qu'il faut, dans un premier temps, lutter contre les facteurs de risque que j'ai cités, le diabète, le tabac, l'hypertension. Et lorsque, au cours de la grossesse, vous développez une tension, il faut un suivi qui est fait généralement par le gynécologue, qui détermine un peu le traitement à vous donner pour éviter que vous allez à des facteurs spécifiques dont je viens de parler, au fait. D'accord. Alors, allons directement à la prise en charge. Comment se fait alors la prise en charge des AVC chez la femme enceinte? Alors, la prise en charge, d'abord, il faut parler des signes, si vous voulez, si vous le permettez. Oui, allez-y. Et pour dire, les signes sont en gros les mêmes aussi bien pour une femme qui n'est pas en état qu'une femme en état. Sinon pour tout le monde. Et c'est résumé pour les profanes en un sigle qu'on appelle VIT. V qui parle de la voix, où vous cherchez à voir un peu la manière de parler de la personne en lui demandant de prononcer une phrase. I qui dit impotence, incapacité de mouvoir une partie du corps, on lui demande de soulever le bras. Le T, c'est les troubles du langage. D'accord? Et le E, c'est pour dire lorsque vous avez tout ça, il faut aller en urgence à l'hôpital. C'est en gros les mêmes signes que nous avons. Il y a d'autres qui peuvent venir comme les maux de tête qui viennent de façon brutale, d'emblée maximale. Et qui, quand même, font craindre un peu la survenue des AVC chez les femmes enceintes. Avant la prise en charge, je veux bien savoir à quelle étape on sait que la femme déjà fait un AVC au point de lui demander de vérifier si vie est bien respectée. Ça survient de façon brutale. Donc, vous n'avez pas le temps d'observer quelque chose. Mais vous voyez la personne. Et là, vous commencez par chercher les signes. Pour voir si ce n'est pas les voilà, exactement. Non, mais on se dit, à la maison, vous avez une femme enceinte qui est à côté de vous. À quel moment vous vous rendez compte qu'il faut commencer par s'inquiéter, lui demander par exemple de parler, de lever le bras, pour s'assurer qu'elle ne fait pas un AVC? Est-ce qu'à vue d'œil, déjà, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'elle soit en train de faire une crise d'AVC? Déjà, une femme qui a les facteurs de risque dont je vous ai parlé, c'est une femme à surveiller, pas... Mais on ne va pas lui poser la question tout le temps. Maintenant, lorsque vous sentez une femme, par exemple, qui a un visage déformé, il faut vous rassurer en cherchant les autres signes, au fait. Il faut qu'il y ait un signe qui vous alerte et vous cherchez les autres à la suite. Est-ce que trop de fatigue, c'est aussi un signe? Non. Une fatigue extrême? Non plus. Non. Pour vous, le signe déclencheur, alors Yasmine Damatachi, on se résume, c'est un visage déformé. C'est une incapacité de lever un bras ou impossibilité de s'exprimer. Voilà un peu. Ou alors, il y a d'autres où vous ne voyez pas bien, où vous voyez flou, qui peut vous amener à... Des bourdonnements? Non. Pas de bourdonnement. Non. Alors, la prise en charge, ça se fait comment chez la femme enceinte? La prise en charge, c'est un peu délicat chez la femme enceinte. On va le catégoriser en deux parties. Il y a la prise en charge au cours de la grossesse et la prise en charge après l'accouchement. Lorsqu'on est au cours de la grossesse, il n'y a pas eu beaucoup d'essais parce que les femmes enceintes n'ont pas été intégrées dans les essais thérapeutiques. Donc ce n'est que les recommandations. Et tenant compte du risque pour l'enfant, que les recommandations aient été mises en place. Aujourd'hui, il y a pour la prise en charge 2 médicaments qui sont autorisés avant l'accouchement. Il y a ce qu'on appelle l'héparine de bas poids moléculaire, qu'on appelle communément les anticoagulants, qu'on peut utiliser en fonction de la cause en dessous. Et deuxièmement, il y a l'aspirine,
qui est de préférence utilisé après le premier trimestre, où on n'a pratiquement pas de risque, et le risque de saignement n'est pas augmenté. Seulement que la dose à utiliser doit être diminuée par rapport à une femme qui n'est pas enceinte. Voilà. Et après l'accouchement, tous les autres médicaments sont autorisés parce qu'il n'a pas été démontré que ça passe dans le lait maternel pour pouvoir, comment on appelle, endommager quelque chose au niveau de l'enfant. Yasmine Damata, mais moi je me demande, une femme enceinte qui a fait un AVC, est-ce que cette femme enceinte peut craindre pour son enfant? Une femme qui a fait un AVC peut craindre pour son enfant. Mais ce n'est pas l'AVC en fait qui serait la cause de ce décès fœtal. D'accord. C'est déjà l'étiologie. Quand je prends l'éclampsie, c'est pourquoi dans la prise en charge, lorsque c'est une éclampsie qui entraîne l'AVC, vous avez la maîtrise de la tension qui est le premier point de la prise en charge, la maîtrise des autres constantes. Il y a maintenant l'extraction du bébé. Qui est réservé aux obstétriciens qui ont des critères définis qui leur permettent de faire cette extraction. D'accord. Yasmine Damata, avec le temps, on va y revenir. Il nous reste à peine 30 secondes et vous avez le temps de conclure. Peut-être des conseils, docteur? Alors, lorsqu'on est une femme enceinte, on va y aller très il faut vite. être rassuré que ce n'est pas d'emblée un risque. Il n'y a que 1% qui a été décrit. Lorsqu'on est diabétique, il faut se faire suivre, équilibrer ses constantes. Et en gros, se fait suivre par son obstétricien. C'est ça. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu présent à notre appel. Agnès Bello, on peut dire à retenir que quand on est une femme enceinte et qu'on est prédisposé à faire des AVC, il faut suivre le cycle vie. Voici la femme enceinte vit vite. Oh, pardon, merci beaucoup, vite. Voici sa voix. C'est bien la voir, bien pour la prononciation. D'accord. Également. Aliette Bello, vous ne me donnez pas du tout du temps. Mais nos femmes enceintes. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, on reviendra encore sur les AVC. On vous dira tout ce qu'il faut encore savoir. En attendant, on passe à une autre rubrique. Il s'agit d'Autant savoir. Autant savoir revient ce soir sur la loi sur le bail à usage domestique. Avant de recevoir notre invité ce soir, on suit ce reportage. Steve est étudiant. Ça fait presque 1 an qu'il est locataire dans cette maison. Le contrat de location qui le lie à son propriétaire respecte les prescriptions de la loi du 24 avril 2018 qui fixe la caution à 3 mois de loyer. Et la chambre dans laquelle je suis, j'ai payé 3 mois de caution à mon propriétaire comme les tests l'exigent. Même constat d'une concession à une autre. Les propriétaires commencent à intégrer progressivement l'esprit de la loi. Avant d'entrer dans la chambre, nous avions payé 3 mois de caution, ce qui équivaut à 45 000 francs. Ça fait 15 000 francs par mois. Dame Sylvie est propriétaire d'une dizaine de chambres destinées à usage d'habitation domestique. Chez elle, l'application stricte de la loi est non seulement à l'avantage du locataire, mais aussi du propriétaire. Ça arrange tout le monde, ça arrange aussi les locataires parce qu'il n'y a pas l'argent. Avant, c'est à cause des IBO, je vois que des fois on prend 1 an d'avance, 6 mois. Si on prend les 3 mois, c'est sous forme de dette pour nous. Si les locataires veulent quitter la chambre, on doit encore rembourser. Pourtant, il y a des voix dissonantes. Par exemple, dans notre cas maintenant, on a constaté qu'on a donné maintenant 3 mois à notre propriétaire et on a ajouté maintenant 1 mois maintenant pour les démarcheurs. Et ça, ce qui fait 4 mois. Notre propriétaire nous a pris 6 mois. Je dirais pas 6 mois, je dirais peut-être aussi 7 mois parce que le démarcheur qui nous a amenés dans la maison nous a pris aussi 1 mois de plus, ce qui nous revenait à 7 mois au total. Et on lui a fait remarquer, mais lui il nous faisait comprendre que chez lui c'est à prendre ou à laisser. Soit vous voulez prendre ou vous ne voulez pas. Nous avons loué juste derrière le campus, dans la zone Zobadje. Version corroborée par Dame Sylvie. C'est les propriétaires qui sont avant qui n'aiment pas rembourser parce que c'est du vol. Ils n'aiment pas parce qu'ils voient qu'ils ont déjà bouffé l'argent. Donc de payer, c'est difficile pour eux, quoi. Promulguée le 2 juillet 2018, la loi portant régime juridique sur le bail à usage d'habitation domestique peine à entrer dans les habitudes.
Voilà, comme annoncé, ce soir, on s'intéresse aux propriétaires. Quels sont ses droits et devoirs? Nous recevons sur ce plateau Alawa Diassa. Il est juriste spécialisé en droit des affaires. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être encore avec nous ce soir. C'est moi. Bon, hier, les locataires étaient contents. On espère que les propriétaires le seront aussi ce soir. Déjà, dites-nous, on a vu, il y a une dame, elle est contente. Avec la nouvelle loi, pour elle, on est beaucoup plus rassuré. Est-ce le cas pour la plupart des propriétaires, à votre avis? Oui, a priori, c'est le cas de la plupart des propriétaires parce que la loi leur permet de limiter les obligations qui se mettent à charge et donc de mieux répondre de ces obligations lorsqu'on leur demande d'y répondre. Au niveau de la caution, par exemple, on a vu que la loi a fait une limitation à 3 mois de loyer pour la garantie. Ce qui se fait habituellement, c'est que les propriétaires en demandent beaucoup plus. 1 an, 2 ans, on en a connu. Abusivement, et généralement au moment de rendre cette caution, il y a des difficultés parce qu'il faut attendre qu'un autre locataire paye les mêmes cautions avant de pouvoir le rendre. Cette fois-ci, la loi dit non, limitez ça à 3 mois. Et sachez que ces cautions-là doivent être rendues à la fin du bail. Intégralement, s'il n'y a pas de dégradation de vos locaux. D'accord. Mais qui atteste de la dégradation? Est-ce qu'il faut un huissier À l'entrée, il ne faut pas forcément un huissier, mais à l'entrée des lieux, il faut faire ce qu'on appelle un état des lieux d'entrée. Pour dire avec le locataire, c'est un état des lieux contradictoire. Il faut rédiger et annexer ça au contrat de bail. J'ai vu tel qui était en place quand j'arrivais. Et au moment de la sortie également, le locataire va convier le propriétaire à faire l'état des lieux contradictoire encore pour dire est-ce que c'était comme ceci, est-ce que c'était comme cela. Et si ce n'est pas le cas, le locataire est tenu de réparer. Sinon, le propriétaire prend acte du fait que son bien est resté intact et il retourne la caution au locataire. D'accord. Mais il y a des cas où c'est le propriétaire même qui lui dit j'ai mon maçon, j'ai mon menuisier. Ce n'est qu'eux qui sont autorisés à opérer sur mon bien immobilier. Oui, je pense que dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de demander des devis contradictoires. Si vous pensez que le devis ou bien le maçon du propriétaire est plus cher que le vôtre, demandez et sur la base des preuves que chacun de ces professionnels a fournies, vous pouvez déterminer si son maçon exagère ou pas. D'accord. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau normalement. Ok, d'accord, on a compris, mais en parlant de caution, il y a une autre caution, l'eau et l'électricité. D'autres disent 100 000, d'autres 50 000. Que dit la loi? Alors, la loi dit qu'il faut prendre 3 mois de loyer chez le locataire. La loi ne prévoit nulle part une caution électricité, une caution eau. Donc, la seule garantie que le locataire doit apporter au terme de la loi 2018, ce sont les 3 mois de loyer qu'il faut remettre au propriétaire à l'entrée. Nulle part, il n'est prévu une caution eau, une caution électricité. D'accord, je crois que je vais devoir porter la voix des propriétaires sur ce plateau. Mais bon, la plupart du temps, il y a aussi des locataires qui ne sont pas toujours de très bonne foi et qui peuvent partir avec des factures d'électricité sur le bras ou tout ça. Comment est-ce que le propriétaire s'assure que le locataire qui est parti a véritablement payé toutes ses dettes? Bon, déjà, ce serait difficile d'aller jusqu'à la fin du bail et de voir le locataire parti sans savoir qu'il y a une difficulté sur les compteurs d'eau et d'électricité, vu que les compteurs d'eau et d'électricité sont au nom du propriétaire jusqu'à preuve du contraire. Donc, à tout moment, il peut aller vérifier auprès des services compétents quel est l'état de ses compteurs. Mieux, il peut aussi demander à ce que chaque fois que le locataire, pour éviter ces difficultés-là, chaque fois que le locataire vient à verser le loyer, qu'il apporte la preuve du paiement de ses obligations auprès de la SONEB et de la SB2E. À partir de ce moment, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une caution. Oui, mais M. Diassa, vous oubliez que la facture, elle n'est pas toujours à temps. Il y a des factures parfois qui attendent. Oui, même s'il y a des factures qui attendent, Est-ce que la main levée pour vous dans ce cas est nécessaire? Parce que souvent on nous parle de main levée qu'il faut aller faire. La main levée, c'est pour constater qu'il n'y a pas de dette sur le compteur. Justement, donc tout ce qui reste, on vous le dit? On vous le dit. Donc a priori, si le locataire, si le propriétaire peut insérer une clause dans son contrat pour demander au locataire d'apporter chaque mois la preuve qu'il a payé, c'est suffisant. Ça devrait être suffisant.
Et s'il ne l'a pas dans le délai de paiement du loyer, il peut l'avoir hors ce délai-là, à lui de revenir demander est-ce que vous avez fait ce qu'il faut faire. De la même manière, la caution, puisque la caution, ce n'est pas des loyers d'avance, c'est à garantir le défaut. Ces défauts-là, au cas où il y aura des difficultés. Il y a des difficultés. D'accord. Maintenant, le montant du loyer, est-ce qu'il est toujours laissé, au pouvoir discrétionnaire du propriétaire? Depuis 2018, la loi demande à ce que le montant du loyer ne dépasse pas 8% de la valeur réelle de l'immeuble. D'accord. Mais qu'il fait? On ne peut pas venir devant l'immeuble et se dire non, cet immeuble il coûte 1 million. C'est une commission qui doit être mise en place au sein du ministère de l'Urbanisme, avec un représentant de l'ordre des experts comptables, des experts géomètres, des architectes, un représentant des bailleurs, un représentant des locataires, tout un monde. Mais c'est lourd quand même. C'est lourd, qui doivent statuer chaque année sur le prix des immeubles selon les zones. Je vous disais hier que cette loi-là, elle est là, mais pour qu'elle soit effective, il faut encore que des décrets d'application et des actes réglementaires soient pris. Et que les commissions puissent être vraiment créées. Tout ça n'est pas encore installé aujourd'hui, mais on a un cadre qui est là. Et s'il y a litige, évidemment que le juge pourra constituer seul. Cette commission, demander que cela se constitue. Pour qu'à dire d'experts, on puisse dire quelle est la valeur d'un immeuble. Et on dit que le loyer mensuel ne doit pas dépasser le 12e. Sinon, le loyer, ça doit être le 12e du loyer annuel. D'accord. Ce qui s'entend. Ça se comprend, 1 sur 12. 1 sur 12. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'augmentation du loyer, c'est vrai qu'on a des propriétaires, c'est juste peut-être le 25 qui te dit, à partir de la fin de ce mois, le loyer augmente de 10 000 francs. Alors, normalement, la loi demande à ce que le loyer n'augmente pas au cours du contrat. Et même s'il y a augmentation, ça ne peut pas augmenter au-delà de 2% du loyer annuel initial. C'est ce que la loi demande maintenant. Donc, il ne peut plus avoir, il ne devrait plus avoir des augmentations abusives telles que nous avons eu l'habitude de le voir dans les locations à Cotonou et un peu partout. D'accord. Je suis sûre que si je vous dis quand il y a problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir le juge des référés. Bien sûr. C'est déjà la réponse? Ah oui, bien sûr. D'accord, mais je le rappelle pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi hier. Maintenant, qu'en est-il du préavis? Alors, le préavis est désormais fixé à 6 mois. Pour la reprise du local par le bailleur. D'accord. Alors, 6 mois avec notification des motifs de la reprise du local. Ça, c'est quand le propriétaire veut reprendre son local. Quand il veut reprendre son local, il faut qu'il puisse dire, bon, reprendre, ça peut s'entendre également de donner congé au locataire. Il faut qu'il puisse dire au locataire, voilà pourquoi Et si un locataire est en droit de dire non, mais je pense que c'est abusif, tu ne devrais pas me le dire parce que ton motif n'est pas le vrai. Alors, la loi dit, il faut que, dans ce cas-là, si on arrive à prouver que la reprise de local est un acte abusif de la part du bailleur, il faut que le bailleur qui souhaite quand même sortir le locataire puisse payer ce qu'on appelle comme un droit d'éviction. D'au moins 1 an de loyer à ce locataire-là. Ah d'accord. Là par contre, les propriétaires, je suis sûr qu'ils ne sont pas contents. Mais ce que je me demande, c'est que le locataire lui-même, quand il a envie de partir, il est obligé de faire pareil pour le propriétaire. Il faut qu'il puisse avertir le propriétaire 6 mois à l'avance qu'il s'en va. Et voilà, et pour que celui-là puisse prendre les dispositions nécessaires pour relouer son bien par exemple, ou vérifier que toutes les factures, les mains levées, tout ça. Tout est OK. Tout est OK. D'accord. J'espère qu'avec la chef d'édition, on a encore 30 secondes. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect-là qui me paraît quand même important. Quand le locataire veut quitter et que le propriétaire aussi est d'accord, parfois, ils s'entendent pour que le locataire puisse épuiser carrément sa caution et après il sort. C'est-à-dire si c'est 3 mois, il épuise les 3 mois et puis après il s'en va. C'est
au risque et péril du propriétaire parce que rien ne lui dit qu'en sortant, l'autre n'a pas dégradé son bien et qu'il n'y a pas des obligations qui lui incombaient et qu'il n'a pas respectées. Merci, Monsieur Agassa. C'était un plaisir de nous plonger dans ce monde du bail à usage domestique. L'heure du journal est sacrée. Amandine Agnambossou est déjà là. Nous allons la rejoindre tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons commencer avec Adéfidéon. L'expert s'installe. Voilà, ce soir, on parle du développement du continent africain quand les jeunes s'y mettent et on reçoit un jeune africain, un jeune entrepreneur du numérique, on peut dire. Adéfidéon Abouaï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Donc, avec vous, on réécrit l'histoire de l'Afrique. Déjà, à l'entame, je veux savoir si vous y croyez, et vous, au fait que c'est désormais sur les épaules de la jeunesse que repose le devenir de l'Afrique. Oui, absolument. L'Afrique, un continent nanti de potentiel divers, et de plus en plus, avec la révolution numérique, avec la 4e révolution industrielle qui est en cours, on note beaucoup d'innovations. On sent cette ferveur de la jeunesse à relever le défi du développement de ce continent. Je dirais aujourd'hui que le développement est beaucoup plus l'affaire des jeunes entrepreneurs que des gouvernants. Les gouvernants doivent juste créer les conditions favorables, la stabilité, la paix, les conditions fiscales favorables. Et puis ensuite, c'est à l'innovation d'assurer le développement du continent. Voilà. Je comprends justement votre point de vue, mais je me demande si la jeunesse elle-même est consciente de ce fardeau en quelque sorte. Ben, je pense qu'une certaine partie de la jeunesse en est pleinement consciente. Cependant, il y a des leaders et il y a des... Il y a des suiveurs, comme on le dit. Je ne dirais pas des suiveurs, mais je dirais des... Tout compte fait, le leader seul ne peut rien. Le leader a besoin des personnes pour l'accompagner. Pour l'accompagner et tout. Donc, voilà. Il faut qu'il y ait le wagon et après... Ouais. Les rails, il faut le train, il faut tout. C'est ça, c'est un ensemble, c'est une synergie en fait. D'accord. Mais dans quoi ces jeunes sont plus enclins à entreprendre aujourd'hui? Ben, de plus en plus, on observe une certaine émulation dans le domaine du numérique. Cependant, l'artisanat tient toujours sa place, l'agroalimentaire et bien d'autres secteurs. D'accord. Oui. Mais voilà, vous nous revenez, il n'y a pas si longtemps, de sommet, il y avait des jeunes entrepreneurs du continent africain, justement. Est-ce que vous avez eu l'impression que dans la plupart de ces pays représentés, quelque chose a bougé? Oui, beaucoup. Parce que j'étais au Tropics Business Summit, qui a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui a quand même rassemblé 30 délégations de pays africains, des jeunes, beaucoup de jeunes, et aussi de plus âgés aussi, qui se sont retrouvés à Johannesburg pour partager leurs rêves pour le continent africain, je dirais le rêve africain, qui aujourd'hui s'affirme de plus en plus. Il y a beaucoup d'innovateurs, beaucoup d'entrepreneurs qui croient en ce que le continent peut se hisser très haut et peut s'affirmer dans le concert des nations. Voilà. D'accord. Mais souvent, on parle de se mettre ensemble pour pouvoir émerger, mais on n'est pas encore à l'étape où on passe au concret. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas important qu'on se sente obligé d'y aller?
Absolument, on a besoin de cette synergie-là, en ce sens que nous devons intensifier les échanges intra-africains. Aujourd'hui, l'Union africaine a accéléré la démarche vis-à-vis de la zone de libre-échange continentale, qui est une aubaine, qui pour moi est vraiment l'autoroute qui va accélérer et intensifier à la fois les échanges intra-africains. D'accord. Maintenant, quelle est la part de nos dirigeants, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir encadrer cette jeunesse qui a quand même envie de prouver, certes, mais il faut aussi un cadre qui accompagne. Pour vous, quel serait votre plaidoyer pour la jeunesse africaine? Mon plaidoyer pour la jeunesse africaine, ce serait d'abord la stabilité, la paix, parce que sans stabilité, sans paix, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développement non plus. Ensuite, je dirais de meilleures conditions fiscales. Il faut alléger la taxation, la fiscalité, pour permettre aux jeunes entrepreneurs que nous sommes d'innover et de prospérer sans trop de contraintes liées à la fiscalité, sans trop de pression fiscale. Je crois que le Bénin est déjà un bon pays, selon tout ce que vous décrivez là, puisqu'aujourd'hui, c'est très facile de créer son entreprise et la première année, il n'y a pas vraiment beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts à faire. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Je pense que c'est un début, mais il en faut plus. Il en faut beaucoup plus. Oui, il en faut beaucoup. Revenons maintenant au secteur du numérique, le secteur qui vous est favorable à vous, mais est-ce que ce secteur est véritablement favorable à l'entrepreneuriat? Je pense qu'aujourd'hui, il y a la démocratisation de Internet, qui est la matière première en matière de numérique et tout, qui n'est pas encore vraiment ce que ça devrait être. On essaie de s'y adapter. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Il y en a aussi qui sont en arrière par rapport à nous, oui, absolument. Mais bon, je pense qu'il y a des efforts qui sont consentis dans ce sens. On souhaite que ça s'améliore davantage et que le service soit vraiment universel. Voilà. D'accord, un service universel permettra de booster le secteur du numérique, selon vous. Mais justement, est-ce que les jeunes utilisent toujours ce numérique à bon escient? Parce que n'oublions pas les travers. C'est vrai que c'est mitigé. C'est mitigé, il y a toujours des brebis galeuses. Et je pense que c'est le revers du développement. Le développement a cet art et ses avantages. Nous n'allons pas nous focaliser sur l'État. Abandonner les avantages? Non, pas du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la cybercriminalité est très combattue dans les pays africains et tout. Il y a même des brigades anti-cybercriminalité qui se créent. Je peux même vous dire qu'il y a même des collaborations qui se font de façon régionale pour lutter en bande organisée contre la cybercriminalité. Oui. C'est déjà rassurant pour les entrepreneurs. C'est rassurant, oui. Maintenant, parlons bien. Comment est-ce qu'on peut entreprendre avec le numérique? Est-ce qu'il suffit d'avoir son téléphone ou sa tablette pour se dire « je suis entrepreneur dans le numérique » ? Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers que le numérique a fait naître. Aujourd'hui, on parle de community management, on parle de marketing digital. De plus en plus, il faut quand même se former parce que c'est des secteurs assez professionnels aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup y vont par tâtonnement, mais à un moment donné, ils sentent le besoin de se faire former. On abandonne l'amateurisme et on se professionnalise. Oui, on se professionnalise, voilà. D'accord. De quel type d'entrepreneurs numériques avons-nous besoin, nous, ici au Bénin? Je pense que nous avons beaucoup à vendre au Bénin. On a le tourisme à vendre, on a l'artisanat à vendre, on a des innovations internes, technologiques et tout à vendre. Donc, nous avons besoin, je pense que nous avons surtout besoin de marketing digital. De marketing digital. On a besoin de s'affirmer dans cet espace numérique
déjà continentale et ensuite globalisée. D'accord, mais je crois que pour prendre sa place dans le Concert des Nations, on a aussi besoin de puiser dans nos ressources traditionnelles, culinaires, tout ce qui est propre à nous pour pouvoir booster cela. Mais on n'a pas toujours l'impression que les jeunes font retour aux sources. Ben, c'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes se disent en griffe évoluer et ne font pas souvent retour aux sources, mais ils gagneraient davantage à faire retour aux sources parce qu'en fait, il faut affirmer une certaine identité intrinsèque afin d'apporter son originalité, son authenticité dans ce Concert des Nations. D'accord, mais vous oubliez qu'il n'y a pas d'école d'innovation. Comment on apprend à innover? Comment est-ce qu'on innove? Ben, je pense que l'innovation va avec la créativité. Je pense qu'il faut observer son environnement ou l'environnement au niveau continental. Il faut voir les niches, il faut voir les besoins, apporter solutions. Puis voilà. Parce que de plus en plus, les besoins se créent. Chaque jour, les besoins se créent. Il faut les solutionner. D'accord. Oui, mais il y a aussi ce qu'on oublie de faire souvent, les études de marché. Est-ce que pour vous, ici, les études de marché ne devraient pas être beaucoup plus nombreuses pour permettre aux jeunes quand même de savoir comment se positionner à chaque fois? C'est vrai, il y a les études de marché, mais vous savez, l'entrepreneuriat, c'est comme sauter du haut d'un immeuble et ensuite réfléchir à comment ne pas se faire. À comment bien atterrir. Voilà. Ah, d'accord. Donc, les risques... Il ne faut surtout pas essayer chez vous, mesdames et messieurs. Personne ne saute du toit de son immeuble, surtout pas. C'est une métaphore. Oh oui. Mais, en fait, les risques font partie intégrante de l'entrepreneuriat, de l'innovation. On a beau faire des études de marché, encore que de plus en plus, on se rend compte que les études de marché sont biaisées. Donc, on peut pacifier totalement. On peut pacifier totalement. Il faut aller au front et puis s'adapter au fur et à mesure parce que on fait souvent l'erreur de tomber dans le piège je dirais, de la perfection, alors que on tend vers la perfection, on améliore, on s'adapte. En fait, quand vous avez un produit à mettre sur le marché, il faut mettre une première version ou une version d'essai, collecter les retours des utilisateurs ou des potentiels clients et améliorer, s'adapter aux attentes du marché. Alors, je vais aborder cette question avec vous. Je ne sais même pas si vous allez partager mon avis sur le sujet, mais sur le numérique, sur Internet surtout, on a l'impression que tout le monde est CEO, c'est-à-dire tout le monde est boss, tout le monde est influenceur, tout le monde est coach, tout le monde est maître, tout le monde est expert. Finalement, on ne sait plus qui est qui. À quel moment on se pose, on apprend véritablement, on se donne du contenu avant de pouvoir, comment dirais-je, se mettre sur la toile et se vanter d'être ci ou ça. C'est vrai que aujourd'hui, c'est une tendance, c'est une mode, tout le monde surfe là-dessus, tout le monde est CEO. Je dirais que comme effet de mode, ça a l'air glamour, mais derrière, dans les coulisses, c'est pas aussi glamour que ça, parce que il faut trimer, il faut se battre. Sinon que ces 2 dernières années, il y a beaucoup de start-up qui ont vu le jour et qui ont disparu ensuite. Donc, au fur et à mesure, je pense que l'effet de mode va passer et on verra les vrais visages. Ceux qui tiennent le coup. Ceux qui tiennent le coup. Oui, mais je me demande si ce n'est pas aussi un peu de votre faute, aux premiers, aux pionniers qui ont réussi et qui ne nous ont montré que le côté glamour de la chose. On oublie qu'il y a du travail qui se fait derrière. Je pense que le côté glamour est aussi lié à une certaine stratégie marketing, en ce sens que le marketing se conjugue aussi un peu avec le glamour. Voilà, mais
C'est pas parce que ça paraît glamour que c'est glamour. il faut y être pour comprendre. Voilà, on a compris donc que les jeunes ont beaucoup à faire pour révéler ce continent, révéler toutes ses potentialités, tout ce qui est dedans comme bien. On a envie justement de prouver aux autres que l'Afrique peut véritablement faire partie de ces continents qui font parler d'eux. Oui, absolument. Adéfidion, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous allons retrouver à présent Amandine Agnambossou puisqu'il est 19h45, l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Aujourd'hui, 29 octobre, c'est la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux, une pathologie qui touche une personne toutes les 5 secondes dans le monde. Elle tue ou peut laisser des séquelles irréversibles. Le paradoxe de l'égalité des chances, on en parle avec ce concept qui voudrait que le statut social des individus ne dépende plus des caractéristiques ethniques, religieuses ou sociales, une vision qui peine encore à se réaliser. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues par ignorance ou mépris des dispositions légales. Les motocyclistes n'y accordent aucune importance. L'accident vasculaire cérébral constitue la deuxième cause de décès chez l'adulte et la première cause de handicap acquis. Ce mardi, comme chaque 29 octobre, l'accident vasculaire cérébral est mis en avant lors d'une journée mondiale. L'objectif principal est de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. Cette pathologie touche une personne toutes les 5 secondes. Dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé parle de pandémie. René Kofi, Iliad Bokofo. Elle survient de façon brusque chez ses victimes. L'accident vasculaire cérébral AVC est une maladie neurologique. Elle atteint le système nerveux central, dont le cerveau. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les AVC sont à l'origine de 17 millions de décès annuels dans le monde. Le risque de dépasser le cap de 20 millions en 2020 est très élevé. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de cette pathologie. Tous les facteurs qui augmentent la viscosité du sang, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, donc tous les problèmes liés au cholestérol, l'excès de cholestérol dans le sang, les problèmes de tabac, donc le tabagisme. Il existe aussi ce qu'on appelle des facteurs précipitants. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont dû observer une situation d'AVC à un de leurs proches au moment d'un accès de colère, au moment d'une contrariété ou même au découp d'une affection comme le paludisme, une infection et tout ça. Comme toutes les autres maladies, l'AVC présente des signes annonciateurs susceptibles d'alerter ses victimes. Le cas échéant, il faut immédiatement consulter un spécialiste. Vous êtes là en train d'échanger avec de vos amis et puis bon, il a des comportements que vous ne vous expliquez pas. Pour rattacher ça à la possibilité d'un AVC, 4 choses simples. Demandez-lui de sourire. S'il sourit et que la bouche est déviée d'un côté, vous pourriez même vous arrêter à ce niveau au lieu d'aller au 4. Alors il sourit très bien, mais vous lui demandez par exemple de prononcer une phrase simple, il s'embrouille. Pas normal. Vous pourriez continuer, ok, soulevez vos 2 mains, agitez, on va voir. Et il tente et puis ça tombe lourdement d'un côté. Ça suffit, là, parce que le temps c'est du cerveau, je me répète à envie. Vous le conduisez immédiatement à l'hôpital. Depuis longtemps, l'AVC était considéré comme la maladie des personnes âgées. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de constater des jeunes et même des enfants faire un AVC. Les causes de ce changement sont multiples. Il existe des enfants qui peuvent avoir une malformation artério-veineuse
une malformation congénitale au niveau des artères et du cerveau. Et là, il y a une rupture de ces artères et là, ça va donner une hémorragie cérébrale. Ou ça va être des enfants, par exemple, un enfant qui a une drépanocytose, par exemple, peut faire un AVC. Aussi, on voit des jeunes qui n'ont pas une activité physique régulière. On voit donc le surpoids, la malnutrition. Adopter des habitudes saines et une alimentation équilibrée serait bénéfique pour la santé et nous épargnerait de cette pathologie. On parle à présent de l'égalité des chances, cette vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine et leur sexe. Mais aujourd'hui, l'égalité des chances est un concept aveugle aux inégalités sociales. Comment s'entend l'égalité des chances entre hommes et femmes et comment peut-on comprendre le paradoxe qui s'observe dans nos sociétés? Une jeune femme leader nous édifie. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive, indépendamment de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de sexe, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent. Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats, elles s'inscrivent à l'université, mais si vous observez bien, elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité. Petite ou grosse cylindrée, les conditions d'accès à la conduite sont les mêmes. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Une pièce indispensable pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils l'importance du permis de conduire pour les engins à 2 ou 3 roues? Ulvaeus Balogun s'est intéressé à la question dans cet élément que je vous invite à suivre. L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du Code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1, c'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Tchénana, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangées dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Sanelli,
les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos. Les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée, bien entendu, dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dont le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a investi 15 milliards de francs CFA pour la relance du projet Soja dans le nord-ouest. La phase pilote du projet sera exécutée sur les bases de l'ancien projet sur une superficie totale de 1600 hectares. Il est prévu également pour appuyer cette phase pilote la réhabilitation de toutes les fermes semencières et des pistes menant aux parcelles, la réhabilitation et l'équipement du laboratoire d'analyse, des magasins d'intrants agricoles, de pièces de rechange, du pont bascule, de la station de carburant ainsi que des salles de formation des paysans. La production nationale de soja est estimée à 9000 tonnes. L'objectif recherché à travers ce projet est de la porter à 40 000 tonnes. Au Sénégal, des faussaires des installations sous-marines ont été appréhendés par la gendarmerie. Ils ont pris pour cible les pipelines qui relèvent du patrimoine de l'État sénégalais. Le récit de Fatou Sako. Pour certaines personnes, tous les moyens sont bons pour s'enrichir. Une bande de 8 individus ont pris pour cible les installations subaquatiques situées au niveau de Thiaroye à Matal. Mal leur en a pris ce jour. La section environnement de la gendarmerie était en patrouille. Il y a de cela 2 mois, nous avons été informés de personnes mal intentionnées qui viennent en mer extraire des tuyaux, faire des exactions. Et nanti de ces renseignements, nous avions ouvert une enquête. Au cours d'une patrouille, nos éléments sont tombés sur des personnes qui sont en train de faire les mêmes exactions. Nous les avons pris et déférés au parquet. Les malfaiteurs ont eu le temps d'extraire des pipelines qui relèvent du patrimoine de l'État. Nous avons vu qu'il y a ici 5 tuyaux en acier et en fer qui ont été extraits de la mer et exposés au niveau du domaine public. Ces tuyaux, comme vous les voyez, nous ne connaissons pas l'origine pour le moment. Une enquête a été ouverte à cette fin, mais aussi nous ne connaissons pas les ramifications que ces tuyaux ont avec d'autres installations dans la mer. Le domaine public maritime, comme nous le voyons aujourd'hui, s'étend au-delà des rivages. Et les installations subaquatiques font partie de ce patrimoine-là. C'est un patrimoine qui doit être préservé. Dakar, une ville maritime, renferme aujourd'hui un important patrimoine culturel subaquatique. Ainsi, les chercheurs de l'UCAD ont mis en place un programme pour la cartographie des sites et l'identification. Ces pipelines qui, après identification, nous avons constaté qu'ils n'ont pas de signification historique, mais néanmoins, il est important de sensibiliser pour leur dire que ces épaves-là, qui sont au fond de nos eaux, sont également des ressources pour la reproduction des espèces, mais également favorisent la plongée sous-marine. Les installations et ouvrages sous-marins sont les traces de l'existence humaine dans notre espace. Ils appartiennent pour la plupart à l'État et leur exploitation illicite est sévèrement condamnée par la loi. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de BB24.
Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vous êtes toujours sur BB24. Le grand rendez-vous se poursuit avec le dernier plateau de ce soir, beauté au pluriel. On finit donc en beauté en nous intéressant à la coupe de cheveux, à chacun son style. Avant de recevoir Fulgencia Otondi et son invité, on suit d'abord ce reportage. Voilà, j'aime bien le mot magie, hein, mais je me demande si effectivement tous les coiffeurs tous les coiffeurs déjà, je crois que ça regroupe tout le monde, vont pouvoir le faire en 45 minutes, Fulgencia Otondi. Vous aviez le chronomètre avancé? Oui, j'y étais, c'était 45 minutes. Exactement. Ouais. Ce qui est sûr, ça donne envie. Hein. Donc ce soir, on parle des coupes. Des coupes de cheveux. Alors, bonsoir Agnat. Bonsoir Fulgencia Otondi. On s'est vu il y a très longtemps hein, sur ce plateau. D'accord. Déjà, souhaitez la bienvenue aux téléspectateurs. Ils ne vous ont pas manqué? Oh, très. Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, dites-vous bien, durant ces 3 mois, vous m'avez énormément manqué. Alors, j'étais restée à la cuisine et je préparais des choses pour vous. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit, Agnat, nous allons parler des coupes de cheveux. Et nous recevons Madame Raïssa Biaou. Elle est coiffeuse. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, les coupes de cheveux sont actuellement en vogue. Alors, tout le monde peut-il se faire des coupes de cheveux? Tout le monde peut se faire les coupes de cheveux.
Juste tout dépend en fait du coiffeur qui coupe tes cheveux. Alors là, il faut prendre en compte quoi? Quels sont les critères? Il faut prendre en compte en fait là où tu dois partir couper tes cheveux, premièrement, et après aussi prendre compte de tenir compte de ton visage, du visage que tu as, mais tout ça dépend en fait du coiffeur que tu as, qui peut te conseiller en fonction de ton visage. Mais avant toute chose, tu peux peut-être voir aussi sur Internet quelque chose, un modèle que tu veux. Alors là, ça fait partie des dispositions à prendre soi-même avant de se rendre chez le coiffeur. Oui. Il faut faire quoi déjà? Il faut déjà peut-être partir sur Internet, voir les tendances à la mode, les coupes à la mode actuellement, et choisir des modèles, 2 ou 3 modèles qui peuvent aller en fait. Oui, et comment tu le sais ça? On n'arrive pas toujours à savoir qu'est-ce qui nous irait. Nous, on voit juste le modèle, on se dit ça me plaît. Tout ce que nous on sait, c'est que ça me plaît, je trouve ça beau, mais est-ce que ça m'ira? On n'arrive pas toujours à le savoir. Oui, on n'arrive toujours pas à le savoir parce que, en fait, tu n'es pas coiffeur, tu n'es pas coiffeuse. Donc, une fois, en fait, tu choisis tes modèles, tu te rends chez le coiffeur, à lui de voir si ce modèle pourrait aller en fonction du visage que tu as. Quand le coiffeur est bon, il te dit, ouais, ce modèle, c'est pas mal, c'est joli, comme tu le vois, mais pour ton visage, non. Et il te propose quelque chose d'autre. Et si tu acceptes, c'est vrai qu'il y a des clients qui refusent en fait, qui amènent, ils sont captés en fait sur leurs photos, sur ce qu'ils veulent, et on leur donne ce résultat. C'est vrai que ça sera joli, mais peut-être pas trop joli avec ton visage. D'accord. Alors vous avez parlé d'un aspect qui m'intéresse, c'est le coiffeur. Il faut s'interroger, il fait quoi? Là, il arrive parfois où ta copine te dit, mais j'étais chez tel coiffeur, il fait bien, et arrivé là-bas, tu te rends compte que c'était pas ça. Bon, en réalité, les coiffeurs, tout dépend en fait du client. Quand le client est ouvert, le coiffeur qui veut t'aider, qui veut te coiffer est ouvert. D'accord. Si vous permettez, je me demande si ce n'est pas l'artisan qui accuse son outil de travail. Est-ce que c'est la faute du client si le résultat n'est pas parfait? Il faut que je défende les clients. C'est vrai. Bon, en fait, en réalité, c'est qu'il faut en fait laisser parfois le coiffeur te faire une proposition et le laisser finir ce qu'il a commencé. Mais il y a des clients, ouais, je veux pas ce modèle parce que tu es figé peut-être sur ce que tu veux. Mais en réalité, quand tu laisses le coiffeur qui veut te coiffer correctement, lui, il a le devoir de te rendre beau, de te rendre belle, pardon. Donc, il n'a pas le choix, le résultat. Aussi, hein, oui, bon, ça dépend. On parle des coupes, mais actuellement des coupes d'âge. Alors, quels sont les différents types de coupes que nous avons actuellement? Actuellement, la tendance, c'est les coupes carrées. Nous avons les coupes carrées qu'on fait avec les mèches. Et il y a aussi les coupes que nous faisons avec nos propres cheveux. Il y a des dames, en fait, qui aiment couper peut-être le derrière des cheveux, qui aiment complètement raser. Vous voulez parler de la fameuse coupe carrée? Oui, très bien. Ok, il y a de ces dames qui aiment, en fait, ces modèles-là. Et puis quand elles viennent, on essaie de les satisfaire comme ça. Alors quel est le type que vous avez là sur la tête? Moi, c'est une coupe qu'on vient de voir tout à l'heure sur la vidéo. Oui. Mais la différence, c'est que là, j'ai une closure dedans qui donne un modèle devant. Mais avec l'autre, je ne pourrais pas en fait donner le même modèle que ceci. La longueur et le volume? La longueur, oui, et le volume aussi. Donc les coupes de cheveux aujourd'hui se font avec les lisses frontales, comme ce que vous aviez là? Comme ce que j'ai là. Parfois, il y a des lisses frontales qui sont vraiment très jolies avec ce genre de modèle de coupe. Si c'était une lisse frontale, je pourrais peut-être soulever tout le devant et donner un autre aspect encore à mon visage. Ça veut dire que si vous en avez envie là maintenant, vous pouvez avoir une autre coiffe avec... Oui, avec ceci, je peux encore avoir une autre coiffe. Si je trouve un peigne, c'est que je repeigne ça autrement. Et c'est plus beau aussi. D'accord. Oui, allez-y, Annette. Oui, mais je me demande, vous venez de toucher du doigt ma préoccupation avec les coupes, c'est qu'il faut savoir les peigner. Oui, il faut savoir. Parce que ça ne peut pas rester figé. Non, pas tout le temps. C'est pour ça, parfois, il faut revenir. Quand tu finis de faire une coupe, tu peux revenir voir ton coiffeur pour qu'il puisse t'aider, peut-être à retoucher quelques fois, peut-être une fois par semaine ou plus. Ou toi-même, à force raison de le voir faire, tu vas finir par t'habituer. Mais à part les rajouts, il y a certaines dames aujourd'hui, elles optent pour le naturel. Elles préfèrent se coiffer leur
couper leurs propres cheveux. Oui, il y a plusieurs femmes qui aiment couper les cheveux parce que c'est aussi la tendance actuellement. Chez nous, on reçoit beaucoup de dames qui coupent leurs cheveux. Elles coupent parfois les deux côtés et le milieu, elles laissent sous forme de crête et on y ajoute un peu de mèche. Parfois, il y a d'autres qui laissent et qui teintent comme en ça, fait. Sur la oui, vidéo, comme ça, oui. Là, sur l'image oui, sur l'image, seulement comme ça, on coupe les côtés. Et le milieu, on fait peut-être une mèche ou parfois un modèle de pipette en fait qui donne les mêmes boucles que ce que nous avons là. Alors, les boucles là, c'est à l'aide des pipettes que vous arrivez à les faire? Oui, à l'aide des pipettes. Moi, ce qui m'intrigue par contre, c'est l'arrêt. Avant, les femmes, elles n'aimaient pas beaucoup les raies, c'était beaucoup plus les hommes. Oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur beaucoup de coupes, il y a l'arrêt qui vient. Oui, c'est la tendance actuellement. Toutes les femmes aiment mettre en fait les raies dans les cheveux. Et ça rend en fait la coiffure plus belle. Quand tu mets une raie d'un côté, c'est plus joli. Est-ce à dire que les femmes aujourd'hui peuvent opter pour les modèles d'hommes, destinés aux hommes? Oui, destinés aux hommes. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent le faire. Alors pour faire ces coupes de cheveux, il faut combien aujourd'hui? Aujourd'hui, pour faire ces coupes de cheveux qu'on vient de voir là, il faut peut-être prévoir. À cause de là, il y a une teinte. Donc la teinte aussi coûte à son coût. Donc en grosso modo, il faut avoir peut-être 15 à 16 000. Voilà encore un autre modèle. Oui. Mais là, les cheveux sont totalement arrachés. Sont totalement coupés, oui. Avec la teinte. Avec la teinte, oui. Ça, tu peux peut-être prévoir 10 000 parce qu'il faut mettre, en fait, pour avoir cette couleur, il faut mettre plusieurs fois la teinte. Donc, en fonction de ça. Et là, on a du bleu. Oui, là, on a du bleu. Toutes les couleurs, là, c'est une pipette avec une raie. Mais je me dis, c'est vrai, il faut oser les couleurs, mais lorsqu'on travaille, par exemple, on est à la télévision, on ne peut pas prendre des couleurs jaunes, c'est pas rouge, et apparaître à l'écran. Vraiment, enfin, tout dépend de ce que tu fais. Voilà. Une artiste, par exemple, peut se permettre le luxe de faire ça, mais quand tu travailles, tu as un boulot, en fait, un peu responsable, tu es obligé de te tenir de façon responsable pour que tout aille bien pour toi. Oui, mais les visagistes, vous avez dit que le coiffeur doit savoir analyser le visage et tout, mais ça. Tous les coiffeurs ne sont pas visagistes. Finalement, comment vous savez que vous mettez votre tête dans les mains de quelqu'un qui est capable de le faire bien? Aujourd'hui, avec déjà les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coiffeurs qui postent beaucoup de choses. Il faut peut-être essayer de voir ce que la personne pose en fonction de ça. Toi-même, tu pourras faire un choix. C'est vrai qu'il y a des coiffeurs qui volent en fait des images des autres et les postent. Mais une fois là, toi-même, tu sauras si le travail est bien fait ou pas. D'accord. Mais à la fin, quand tu n'es pas satisfait et que la coupe a déjà été faite, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, est-ce qu'on peut rattraper une coupe mal faite? Non, non, non. En fait, les cheveux coupés sont coupés. C'est fini. Oh là là. Tu seras obligé de garder comme ça. Et là, on pourra porter plainte, hein? Ah oui, si tu veux. Oui. On va en parler dans Autant Savoir. Je veux bien revenir sur ça. Mais bon, en fait, chez nous, la dernière fois, il y a une dame qui est venue avec une coiffure totalement ratée. Mais une fois qu'elle s'est retrouvée chez nous, elle a été satisfaite du résultat après. Donc, peut-être qu'il faut passer toujours chez nous pour faire ses cheveux. C'est ça, mais bon, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des propositions de solutions. C'est ça. Quand c'est raté, on peut toujours peut-être essayer de rattraper autrement. Mais ailleurs cette fois-ci, pour que le résultat soit meilleur. Parce que la même personne ne va pas faire quelque chose que tu n'as pas aimé, va refaire ça. Et que tu aimeras. D'accord. Mais pour vous, qu'est-ce qui est conseillé? Utiliser les mèches pour pouvoir faire du rajout ou se contenter de ses cheveux personnels? Bon, il paraît que c'est terminé. Je ne sais pas si ce sera la dernière question. Moi, bon, en tout cas, cette question, ça va de soi. Si tu aimes les mèches, tu peux mettre tes mèches. Si tu n'aimes pas les mèches, tu les laisses. Mais parfois, les cheveux naturels aussi vont très, très, très bien. C'est vrai. Alors, bientôt, moi, je vais opter pour des coupes, Agnès. J'attends de voir, déjà en image, avant que les téléspectateurs puissent apprécier. On aura le temps de revenir sur ce plateau, sur la coupe que va nous proposer Fulgencia Routondi. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'ensemble des plateaux de ce numéro du Grand Rendez-vous. Mais je ne vous laisse pas, vous le savez, c'est désormais une tradition entre vous et nous. C'est notre instant citation à nous. Et la citation de ce soir, elle nous vient d'un jeune Tchadien qui parle de la jeunesse africaine. Cette citation dit ceci: rien n'était possible pour cette jeunesse africaine dès lors qu'elle comprend son rôle
et son destin. Rien n'est impossible pour cette jeunesse africaine dès lors qu'elle comprend son rôle et son destin. C'est une citation de Mustapha Abakar Moussa Chafa. Merci au réalisateur ce soir qui s'est échiné à nous montrer toutes ces belles images. Merci à tous les rubricaires qui nous ont accompagnés. Merci surtout à nos invités qui ont répondu présents au rendez-vous. Merci à toute l'équipe de la production de BB24. Merci à la chef audition. J'ai tellement de remerciements. Je suis fatiguée, mesdames et messieurs. Merci surtout à vous de toujours rester avec nous. On se retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.